Le clocher de la petite ville de Manda venait de sonner minuit. En ce moment, un jeune officier français, appuyé sur le parapet d'une longue terrasse qui bordait les jardins du château de Manda, paraissait abîmé dans une contemplation plus profonde que ne le comportait l'insouciance de la vie militaire, mais il faut dire aussi que jamais heure, cite et nuit ne furent plus propices à la méditation. Le beau ciel d'Espagne étendait un dôme d'azur au-dessus de sa tête. Le scintillement des étoiles et la douce lumière de la lune éclairaient une vallée délicieuse qui se déroulait coquettement à ses pieds. Appuyé sur un oranger en fleurs, le chef de bataillon pouvait voir, à 100 pieds au-dessous de lui, la ville de Manda, qui semblait s'être mise à l'abri des vents du nord, au pied du rocher sur lequel était bâti le château. En tournant la tête, il apercevait la mer, dont les eaux brillantes encadraient le paysage d'une large lame d'argent. Le château était illuminé. Le joyeux tumulte d'un bal, les accents de l'orchestre, les rires de quelques officiers et de leurs danseuses arrivaient jusqu'à lui, mêlés au lointain murmure des flots. La fraîcheur de la nuit imprimait une sorte d'énergie à son corps fatigué par la chaleur du jour. Enfin, les jardins étaient plantés d'arbres si odoriférants et de fleurs si suaves, que le jeune homme se trouvait comme plongé dans un bain de parfum. Le château de Manda appartenait à un grand d'Espagne, qu'il habitait en ce moment avec sa famille. Pendant toute cette soirée, l'aîné des filles avait regardé l'officier avec un intérêt empreint d'une telle tristesse, que le sentiment de compassion exprimé par l'Espagnol pouvait bien causer la rêverie du Français. Clara était belle, et quoiqu'elle eût 3 frères et une sœur, les biens du marquis de Léganais paraissaient assez considérables pour faire croire à Victor Marchand que la jeune personne aurait une riche dot. Mais comment oser croire que la fille du vieillard le plus entiché de sa grandesse qui fut en Espagne, pourrait être donnée au fils d'un épicier de Paris? D'ailleurs, les Français étaient haïs. Le marquis ayant été soupçonné par le général GTR, qui gouvernait la province, de préparer un soulèvement en faveur de Ferdinand VII, le bataillon commandé par Victor Marchand avait été cantonné dans la petite ville de Manda pour contenir les campagnes voisines, qui obéissaient au marquis de Léganais. Une récente dépêche du maréchal Ney faisait craindre que les Anglais ne débarquassent prochainement sur la côte, et signalait le marquis comme un homme qui entretenait des intelligences avec le cabinet de Londres. Aussi, malgré le bon accueil que cet Espagnol avait fait à Victor Marchand et à ses soldats, le jeune officier se tenait-il constamment sur ses gardes. En se dirigeant vers cette terrasse où il venait examiner l'état de la ville et des campagnes confiées à sa surveillance, il se demandait comment il devait interpréter l'amitié que le marquis n'avait cessé de lui témoigner, et comment la tranquillité du pays pouvait se concilier avec les inquiétudes de son général. Mais depuis un moment, ses pensées avaient été chassées de l'esprit du jeune commandant par un sentiment de prudence et par une curiosité légitime. Il venait d'apercevoir dans la ville une assez grande quantité de lumière. Malgré la fête de Saint-Jacques, il avait ordonné, le matin même, que les feux fussent éteints à l'heure prescrite par son règlement. Le château seul avait été excepté dans cette mesure. Il vit bien briller çà et là les baïonnettes de ses soldats aux postes accoutumés, mais le silence était solennel, et rien n'annonçait que les Espagnols fussent en proie à l'ivresse d'une fête. Après avoir cherché à s'expliquer l'infraction dont se rendaient coupables les habitants, il trouva dans ce délit un mystère d'autant plus incompréhensible qu'il avait laissé des officiers chargés de la police nocturne et des rondes. Après l'impétuosité de la jeunesse, il allait s'élancer par une brèche pour descendre rapidement les rochers, et parvenir ainsi plutôt que par le chemin ordinaire à un petit poste placé à l'entrée de la ville du côté du château, quand un faible bruit l'arrêta dans sa course. Il crut entendre le sable des allées crier sous le pas léger d'une femme. Il retourna la tête et ne vit rien, mais ses yeux furent saisis par l'éclat extraordinaire de l'océan. Il y aperçut tout d'un coup un spectacle si funeste, qu'il demeura immobile, de surprise, en accusant ses sens d'erreur. Les rayons blanchissants de la lune lui permirent de distinguer des voiles à une assez grande distance. Il tressaillit, et tâcha de se convaincre que cette vision était un piège d'optique offert par les fantaisies des ondes et de la lune. En ce moment, une voix enrouée prononça le nom de l'officier, qui regarda vers la brèche, et vit s'y élever lentement la tête du soldat par lequel il s'était fait accompagner au château. « Est-ce vous, mon commandant ? » ?»« Oui. »« Eh bien ?» lui dit à voix basse le jeune homme, qu'une sorte de pressentiment avertit d'agir avec mystère. « Ces gredins-là se remuent comme des vers, et je me hâte, si vous me le permettez, de vous communiquer mes petites observations. »« Parle, » répondit Victor Marchand. « Je viens de suivre un homme du château qui s'est dirigé par ici une lanterne à la main. »« Une lanterne est furieusement suspecte. »
Je ne crois pas que ce chrétien-là ait besoin d'allumer des cierges à cette heure-ci. Ils veulent nous manger. Que je me suis dit, et je me suis mis à lui examiner les talons. Aussi, mon commandant ai-je découvert à 3 pas d'ici, sur un quartier de roche, un certain amas de fagots. Un cri terrible qui tout à coup retentit dans la ville, interrompit le soldat. Une lueur soudaine éclaira le commandant. Le pauvre grenadier reçut une balle dans la tête et tomba. Un feu de paille et de bois sec brillait comme un incendie à 10 pas du jeune homme. Les instruments et les rires cessaient de se faire entendre dans la salle du bal. Un silence de mort, interrompu par des gémissements, avait soudain remplacé les rumeurs et la musique de la fête. Un coup de canon retentit sur la plaine de l'océan. Une sueur froide coula sur le front du jeune officier. Il était sans épée. Il comprenait que ses soldats avaient péri et que les Anglais allaient débarquer. Il se vit déshonoré s'il vivait, il se vit traduit devant un conseil de guerre, alors il mesura des yeux la profondeur de la vallée, et s'y élançait au moment où la main de Clara saisit la sienne. « Fuyez, dit-elle, mes frères me suivent pour vous tuer. Au bas du rocher, par là, vous trouverez l'Andalou de Juanito. Allez !» Elle le poussa, le jeune homme stupéfait la regarda pendant un moment, mais, obéissant bientôt à l'instinct de conservation qui n'abandonne jamais l'homme, même le plus fort, il s'élança dans le parc en prenant la direction indiquée, et courut à travers des rochers que les chèvres avaient seuls pratiqués jusqu'alors. Il entendit Clara crier à ses frères de le poursuivre, il entendit les pas de ses assassins, il entendit siffler à ses oreilles les balles de plusieurs décharges, mais il atteignit la vallée, trouva le cheval, monta dessus et disparut avec la rapidité de l'éclair. En peu d'heures le jeune officier parvint au quartier du général GTR, qu'il trouva dînant avec son état-major. « Je vous apporte ma tête », s'écria le chef de bataillon en apparaissant pâle et défait. Il s'assit et raconta l'horrible aventure. Un silence effrayant accueillit son récit. « Je vous trouve plus malheureux que criminel », répondit enfin le terrible général. « Vous n'êtes pas comptable du forfait des Espagnols, et à moins que le maréchal n'en décide autrement, je vous absous. » Ces paroles ne donnèrent qu'une bien faible consolation au malheureux officier. « Quand l'empereur saura cela ?» s'écria-t-il. « Il voudra vous faire fusiller, » dit le général, « mais nous verrons. Enfin, ne parlons plus de ceci, » ajouta-t-il d'un ton sévère, « que pour en tirer une vengeance qui imprime une terreur salutaire à ce pays, où l'on fait la guerre à la façon des sauvages. » 1 heure après, un régiment entier, un détachement de cavalerie et un convoi d'artillerie étaient en route. Le général et Victor marchaient à la tête de cette colonne. Les soldats, instruits du massacre de leurs camarades, étaient possédés d'une fureur sans exemple. La distance qui séparait la ville de Manda du quartier général fut franchie avec une rapidité merveilleuse. Sur la route, le général trouva des villages entiers sous les armes. Chacune de ces misérables bourgades fut cernée et leurs habitants décimés. Par une de ces fatalités inexplicables, les vaisseaux anglais étaient restés en panne sans avancer, mais on sut plus tard que ces vaisseaux ne portaient que de l'artillerie et qu'ils avaient mieux marché que le reste des transports. Ainsi la ville de Manda, privée des défenseurs qu'elle attendait, et que l'apparition des voiles anglaises semblait lui promettre, fut entourée par des troupes françaises presque sans coup férir. Les habitants, saisis de terreur, offrirent de se rendre à discrétion. Par un de ces dévouements qui n'ont pas été rares dans la péninsule, les assassins des Français, prévoyant, d'après la cruauté du général, que Manda serait peut-être livré aux flammes et la population entière passée au fil de l'épée, proposèrent de se dénoncer eux-mêmes au général. Il accepta cette offre, en y mettant pour condition que les habitants du château, depuis le dernier valet jusqu'au marquis, seraient mis entre ses mains. Cette capitulation consentie, le général promit de faire grâce au reste de la population et d'empêcher ses soldats de piller la ville ou d'y mettre le feu. Une contribution énorme fut frappée, et les plus riches habitants se constituèrent prisonniers pour en garantir le paiement, qui devait être effectué dans les 24 heures. Le général prit toutes les précautions nécessaires à la sûreté de ses troupes, pourvu à la défense du pays, et refusa de loger ses soldats dans les maisons. Après les avoir fait camper, il monta au château et s'en empara militairement. Les membres de la famille de Léganais et les domestiques furent soigneusement gardés à vue, garrottés, et enfermés dans la salle où le bal avait eu lieu. Des fenêtres de cette pièce on pouvait facilement embrasser la terrasse qui dominait la ville. L'état-major s'établit dans une galerie voisine, où le général tint d'abord conseil sur les mesures à prendre pour s'opposer au débarquement.
Après avoir expédié un aide de camp au maréchal Ney, ordonné d'établir des batteries sur la côte, le général et son état-major s'occupèrent des prisonniers. 200 Espagnols que les habitants avaient livrés furent immédiatement fusillés sur la terrasse. Après cette exécution militaire, le général commanda de planter sur cette terrasse autant de potence qu'il y avait de gens dans la salle du château et de faire venir le bourreau de la ville. Victor Marchand profita du temps qui allait s'écouler avant le dîner pour aller voir les prisonniers. Il revint bientôt vers le général. « Jaucourt, lui dit-il d'une voix émue, vous demandez des grâces. » « Vous, reprit le général avec un ton d'ironie amère. « Hélas, répondit Victor, je demande de tristes grâces. Le marquis, en voyant planter les potences, a espéré que vous changeriez ce genre de supplice pour sa famille, et vous supplie de faire décapiter les nobles. » « Soit, dit le général. Ils demandent encore qu'on leur accorde les secours de la religion, et qu'on les délivre de leurs liens, ils promettent de ne pas chercher à fuir. J'y consens, dit le général, mais vous m'en répondez. Le vieillard vous offre encore toute sa fortune si vous voulez pardonner à son jeune fils. Vraiment, répondit le chef. Ces biens appartiennent déjà au roi Joseph. Il s'arrêta. Une pensée de mépris rida son front, et il ajouta, je vais surpasser leurs désirs. Je devine l'importance de la dernière demande. Eh bien, qu'il achète l'éternité de son nom, mais que l'Espagne se souvienne à jamais de sa trahison et de son supplice. Je laisse sa fortune et la vie à celui de ses fils qui remplira l'office de bourreau. Allez, et ne m'en parlez plus. Le dîner était servi. Les officiers attablés satisfaisaient un appétit que la fatigue avait aiguillonné. Un seul d'entre eux, Victor Marchand, manquait au festin. Après avoir hésité longtemps, il entra dans le salon où gémissait l'orgueilleuse famille de Léganais, et jeta des regards tristes sur le spectacle que présentait alors cette salle, où la surveille, il avait vu tournoyer, emporté par la valse, la tête des 2 jeunes filles et des 3 jeunes gens. Il frémit en pensant que dans peu, elles devaient rouler, tranchées par le sabre du bourreau. Attachés sur leurs fauteuils dorés, le père et la mère, les 3 enfants et les 2 jeunes filles, restaient dans un état d'immobilité complète. 8 serviteurs étaient debout, les mains liées derrière le dos. Ces 15 personnes se regardaient gravement, et leurs yeux trahissaient à peine les sentiments qui les animaient. Une résignation profonde et le regret d'avoir échoué dans leur entreprise se lisaient sur quelques fronts. Des soldats immobiles les gardaient en respectant la douleur de ces cruels ennemis. Un mouvement de curiosité anima les visages quand Victor parut. Il donna l'ordre de délier les condamnés, et alla lui-même détacher les cordes qui retenaient Clara prisonnière sur sa chaise. Elle sourit tristement. L'officier ne put s'empêcher d'effleurer les bras de la jeune fille, en admirant sa chevelure noire, sa taille souple. C'était une véritable Espagnole, elle avait le teint espagnol, les yeux espagnols, de longs cils recourbés, et une prunelle plus noire que ne l'est l'aile d'un corbeau. « Avez-vous réussi » dit-elle en lui adressant un de ces sourires funèbres où il y a encore de la jeune fille. Victor ne put s'empêcher de gémir. Il regarda tour à tour les 3 frères et Clara. L'un, et c'était l'aîné, avait 30 ans. Petit, assez mal fait, l'air fier et dédaigneux, il ne manquait pas d'une certaine noblesse dans les manières, et ne paraissait pas étranger à cette délicatesse de sentiment qui rendit autrefois la galanterie espagnole si célèbre. Il se nommait Juanito. Le second, Philippe, était âgé de 20 ans environ. Il ressemblait à Clara. Le dernier avait 8 ans. Un peintre aurait trouvé dans les traits de Manuel un peu de cette constance romaine que David a prêtée aux enfants dans ses pages républicaines. Le vieux marquis avait une tête couverte de cheveux blancs qui semblaient échapper d'un tableau de Murillo. À cet aspect, le jeune officier hocha la tête, en désespérant de voir accepter par un de ces 4 personnages le marché du général, néanmoins il osa le confier à Clara. L'Espagnole frissonna d'abord, mais elle reprit tout à coup un air calme et alla s'agenouiller devant son père. « Oh, lui dit-elle, faites jurer à Juanito qu'il obéira fidèlement aux ordres que vous lui donnerez, et nous serons contents. » La marquise tressaillit d'espérance, mais quand, se penchant vers son mari, elle eut entendu l'horrible confidence de Clara, cette mère s'évanouit. Juanito comprit tout, il bondit comme un lion en cage. Victor prit sur lui de renvoyer les soldats, après avoir obtenu du marquis l'assurance d'une soumission parfaite. Les domestiques furent emmenés et livrés au bourreau, qui les pendit. Quand la famille n'eut plus que Victor pour surveillant, le vieux père se leva.
Juanito, dit-il. Juanito ne répondit que par une inclinaison de tête qui équivalait à un refus, retomba sur sa chaise et regarda ses parents d'un œil sec et terrible. Clara vint s'asseoir sur ses genoux, et d'un air gai, « Mon cher Juanito », dit-elle en lui passant le bras autour du cou et l'embrassant sur les paupières, « si tu savais combien, donné par toi, la mort me sera douce. Je n'aurai pas à subir l'odieux contact des mains d'un bourreau. Tu me guériras des maux qui m'attendaient, et, mon bon Juanito, tu ne me voulais voir à personne, eh bien. » Ses yeux veloutés jetèrent un regard de feu sur Victor, comme pour réveiller dans le cœur de Juanito son horreur des Français. « Aie du courage, lui dit son frère Philippe, autrement notre race presque royale est éteinte. » Tout à coup Clara se leva, le groupe qui s'était formé autour de Juanito se sépara, et cet enfant, rebelle à bon droit, vit devant lui, debout, son vieux père, qui d'un ton solennel s'écria « Juanito, je te l'ordonne. » Le jeune comte restant immobile, son père tomba à ses genoux. Involontairement, Clara, Manuel et Philippe l'imitèrent. Tous tendirent les mains vers celui qui devait sauver la famille de l'oubli, et semblèrent répéter ces paroles paternelles. « Mon fils, manquerais-tu d'énergie espagnole et de vraie sensibilité? Veux-tu me laisser longtemps à genoux, et dois-tu considérer ta vie et tes souffrances? Est-ce mon fils, madame ?» ajouta le vieillard en se retournant vers la marquise. Il y consent, s'écria la mère avec désespoir en voyant Juanito faire un mouvement des sourcils dont la signification n'était connue que d'elle. Mariquita, la seconde fille, se tenait à genoux en serrant sa mère dans ses faibles bras, et comme elle pleurait à chaudes larmes, son petit frère Manuel vint la gronder. En ce moment l'aumônier du château entra, il fut aussitôt entouré de toute la famille, on l'amena à Juanito. Victor, ne pouvant supporter plus longtemps cette scène, fit un signe à Clara, et se hâta d'aller tenter un dernier effort auprès du général. Il le trouva en belle humeur, au milieu du festin, et buvant avec ses officiers qui commençaient à tenir de joyeux propos. Une heure après, 100 des plus notables habitants de Manda vinrent sur la terrasse pour être, suivant les ordres du général, témoins de l'exécution de la famille Léganet. Un détachement de soldats fut placé pour contenir les Espagnols, que l'on rangea sous les potences auxquelles les domestiques du marquis avaient été pendus. Les têtes de ces bourgeois touchaient presque les pieds de ces martyrs. À 30 pas d'eux, s'élevait un billot et brillait un cimeterre. Le bourreau était là en cas de refus de la part de Juanito. Bientôt les Espagnols entendirent, au milieu du plus profond silence, les pas de plusieurs personnes, le son mesuré de la marche d'un piquet de soldats, et le léger retentissement de leurs fusils. Ces différents bruits étaient mêlés aux accents joyeux du festin des officiers, comme naguère les danses d'un bal avaient déguisé les apprêts de la sanglante trahison. Tous les regards se tournèrent vers le château, et l'on vit la noble famille qui s'avançait avec une incroyable assurance. Tous les fronts étaient calmes et sereins. Un seul homme, pâle et défait, s'appuyait sur le prêtre, qui prodiguait toutes les consolations de la religion à cet homme, le seul qui dût vivre. Le bourreau comprit, comme tout le monde, que Juanito avait accepté sa place pour un jour. Le vieux marquis et sa femme, Clara, Mariquita et leurs 2 frères vinrent s'agenouiller à quelques pas du lieu fatal. Juanito fut conduit par le prêtre. Quand il arriva au billot, l'exécuteur, le tirant par la manche, le prit à part et lui donna probablement quelques instructions. Le confesseur plaça les victimes de manière qu'elles ne vissent pas le supplice, mais c'étaient de vrais Espagnols qui se tinrent debout et sans faiblesse. Clara s'élança la première vers son frère. « Juanito, lui dit-elle, aie pitié de mon peu de courage, commence par moi. » En ce moment, les pas précipités d'un homme retentirent. Victor arriva sur le lieu de cette scène. Clara était agenouillée déjà son cou blanc appelait le cimeterre. L'officier pâlit, mais il trouva la force d'accourir. « Le général t'accorde la vie si tu veux m'épouser, lui dit-il à voix basse. L'Espagnol lança sur l'officier un regard de mépris et de fierté. « Allons, Juanito, dit-elle d'un son de voix profond. » Sa tête roula aux pieds de Victor. La marquise de Léganet laissa échapper un mouvement convulsif en entendant le bruit, ce fut la seule marque de sa douleur. « Suis-je bien comme ça, mon bon Juanito ?» fut la demande que fit le petit Manuel à son frère. « Ah! Tu pleures, Mariquita, dit Juanito à sa sœur. « Oh! Oui, répliqua la jeune fille. Je pense à toi, mon pauvre Juanito, tu seras bien malheureux sans nous.
Bientôt la grande figure du marquis apparut. Il regarda le sang de ses enfants, se tourna vers les spectateurs muets et immobiles, étendit les mains vers Juanito, et dit d'une voix forte, espagnole, « Je donne à mon fils ma bénédiction paternelle. Maintenant, marquis, frappe sans peur, tu es sans reproche. » Mais quand Juanito vit approcher sa mère, soutenue par le confesseur. « Elle m'a nourri », s'écria-t-il. Sa voix arracha un cri d'horreur à l'assemblée. Le bruit du festin et les rires joyeux des officiers s'apaisèrent à cette terrible clameur. La marquise comprit que le courage de Juanito était épuisé, elle s'élança d'un bond par-dessus la balustrade, et alla se fendre la tête sur les rochers. Un cri d'admiration s'éleva. Juanito était tombé évanoui. « Mon général, » dit un officier à moitié ivre, « Marchand vient de me raconter quelque chose de cette exécution, je parie que vous ne l'avez pas ordonnée. »« Oubliez-vous, messieurs, » s'écria le général GTR, « que, dans un mois, 500 familles françaises seront en larmes, et que nous sommes en Espagne ? Voulez-vous laisser nos os ici ?» Après cette allocution, il ne se trouva personne, pas même un sous-lieutenant, qui osa vider son verre. Malgré les respects dont il est entouré, malgré le titre d'Elverdugo, le bourreau, que le roi d'Espagne a donné comme titre de noblesse au marquis de Léganais, il est dévoré par le chagrin, il vit solitaire et se montre rarement. Accablé sous le fardeau de son admirable forfait, il semble attendre avec impatience que la naissance d'un second fils lui donne le droit de rejoindre les ombres qui l'accompagnent incessamment.